C'est ici qu'il a grandi, il connaît chaque recoin de cette propriété et il y a plusieurs endroits où il peut se cacher. 2 détenus se sont évadés d'une prison et vous ne croirez jamais comment ils ont fait. Maintenant, ils sont tous les deux de retour derrière les barreaux. C'est une histoire impliquant des complices, le FBI, et il se peut qu'elle ne soit pas terminée. Je vais vous l'expliquer. Bienvenue sur Law & Crime, je suis Angelette Lévy. S'évader de prison n'est pas censé être facile, mais pour 2 détenus dans une prison de l'Ohio, cela ne semble pas avoir été si difficile que ça. Cette histoire débute à Georgetown, à moins de 80 km au sud-est de Cincinnati. Le comté de Brown est rural et situé sur la rivière Ohio. Roy Jean Butler et Jerry Lee Cooper étaient détenus dans la prison du comté de Brown. Mais le 15 septembre, le shérif dit qu'ils se sont évadés de la prison par une fenêtre. Oui, vous m'avez bien entendu. Ils se sont évadés de la prison par une fenêtre. Ça ne semble même pas possible à notre époque. Mais c'est ce qui s'est passé. Selon le shérif, les hommes ont pris la fuite. Butler et Cooper ont volé un pédalo. Oui, un pédalo. Ils ont traversé la rivière Ohio vers le Kentucky, puis se sont séparés. Maintenant, vous vous demandez peut-être, d'accord, mais pourquoi ces deux-là étaient-ils en prison au départ? Eh bien, Jerry Lee Cooper était là pour complot en vue de commettre un meurtre et tentative de meurtre. Le procureur affirme que Jerry Lee Cooper a reçu 150 $ pour commettre un meurtre. Donc, il y a eu un trajet du Kentucky jusqu'en Ohio. Il a tiré sur l'homme dans la poitrine avec une arme empruntée, puis il est retourné au Kentucky. Heureusement, cette victime a survécu. Donc, Jerry Lee Cooper attendait son procès à la prison du comté de Brown pour ses accusations. Roy Jean Butler était en prison pour trafic de drogue et possession d'une arme en tant que criminel condamné. Maintenant, la nouvelle s'est répandue dans la petite ville fluviale de Maysville, dans le Kentucky, qu'un homme accusé d'avoir tenté de tuer quelqu'un était en liberté. Et les gens étaient terrifiés. Ils s'enfermaient chez eux. Dans cette région, beaucoup de gens ont des armes à feu et les gardent à portée de main. Et pour rendre les choses encore plus effrayantes, ce n'était pas la première fois que Jerry Lee Cooper était accusé de s'être évadé d'une prison. Non, 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 non. En 2002, il s'est évadé d'une prison dans le Kentucky et a été condamné à 10 ans de prison pour cela. Aïe! Donc, la chasse était lancée pour retrouver ces 2 hommes, Roy Jean Butler et Jerry Lee Cooper. Butler a vite été retrouvé. Selon le shérif, les adjoints l'ont arrêté le lendemain de son évasion avec Cooper. Mais c'était le matin du 16 septembre. Les recherches continuaient pour Jerry Cooper et tout le monde était mobilisé. Le FBI a aussi été sollicité. Nous sommes extrêmement épuisés, mais nous n'allons pas arrêter nos efforts pour autant. Nous essayons de couvrir plus de 1200 acres de son terrain de chasse. C'est ici qu'il a grandi. Il connaît chaque centimètre de cette propriété. Et il y a plusieurs endroits où il peut se cacher. Les bois sont tellement denses, même la nuit, nous ne pouvons pas les pénétrer avec l'imagerie thermique, ou du moins, c'est très difficile à faire. Nous avons des chiens sur place en ce moment qui le cherchent, et encore une fois, nous utilisons autant de ressources que possible pour le localiser. Notre priorité, c'est de le faire maintenant. C'était le shérif du comté de Mason, Kentucky, qui informait les gens le 20 septembre. À ce moment-là, Jerry Cooper était en fuite depuis près de 5 jours, et cela mettait les adjoints de son bureau à rude épreuve. Alors que nous continuons à répondre aux appels de service de notre communauté et à accomplir nos diverses autres tâches, la plupart du personnel ici n'est pas rentré chez lui auprès de ses enfants, de ses femmes, de leurs conjoints. Et encore une fois, nous savons que c'est frustrant, mais je vous garantis que nous sommes plus frustrés que quiconque parce qu'il est toujours en liberté. Alors nous allons le retrouver, et cela pourrait simplement prendre un peu de temps. Nous voulons remercier toutes les personnes qui nous ont apporté de la nourriture, des boissons et du soutien. Plusieurs personnes nous ont apporté du matériel, des véhicules tout-terrain et de l'équipement pour circuler dans ces bois, et nous en sommes vraiment très reconnaissants.
Nous sommes très reconnaissants de voir notre communauté se mobiliser derrière nous ici et nous aider dans notre mission. C'est là que le FBI entre en jeu. L'agence a offert une récompense de 10 000 $ et ils ont reçu un tuyau selon lequel Jerry Lee Cooper avait appelé sa sœur depuis le numéro de téléphone de quelqu'un. Les fédéraux ont obtenu un mandat et découvert que la personne appelée par la sœur de Cooper était Marlena Strasbow. Le FBI, ils ne plaisantirent pas du tout ici. Ils ont retrouvé Marlena Strasbow et ont découvert qu'elle s'était rendue dans une maison à Louisville, dans le Kentucky. Alors le FBI et les adjoints du shérif, ils retrouvent le Cadillac Escalade blanc de Marlena Strasbow et l'arrêtent. Voici une vidéo prise par drone de l'interpellation et vous pouvez la voir sortir du véhicule. Elle porte un t-shirt bleu. Une agente du FBI dit que Marlena leur a raconté que Jerry Lee Cooper était sorti des bois près de chez elle et qu'elle l'a qualifié de vieille connaissance. Elle l'a reconnu et il lui a proposé de l'argent pour qu'elle le conduise à Louisville chez une femme. Le mari de Marlena, William Strasbow, était également dans le SUV. Marlena Strasbow et William Strasbow sont maintenant en prison, accusés d'entrave à la justice ou à l'arrestation. Le FBI affirme que Marlena leur a dit que la sœur de Cooper lui avait en fait envoyé 25 $ pour conduire son frère chez cette femme à Louisville. Alors le FBI s'est rendu chez cette femme lundi soir et ils ont arrêté Jerry Lee Cooper lorsqu'ils l'ont vu sortir. Et vous pouvez voir qu'il a complètement changé d'apparence. Je voudrais donc faire intervenir Colin Schmidt. C'est un ancien agent du FBI, également témoin, expert chez Cronus, expert en contentieux. Merci Colin de m'avoir rejointe, j'apprécie vraiment votre temps. Tout d'abord, j'aimerais connaître votre réaction, car c'est la première chose qui m'a frappée en commençant à lire sur cette affaire. Je suis choquée qu'en 2025, 2 détenus dans une prison de comté puissent s'évader par une fenêtre. Eh bien, il semble que cela devienne une question de complaisance. Le personnel de la prison ne fait tout simplement pas, franchement, son travail parce que c'est, je crois, la 3e ou 4e fois que cela se produit. Je pense qu'il y en a eu une importante à la Nouvelle-Orléans et ailleurs. Donc, au final, cela revient vraiment au shérif de ce comté de sévir contre, vous savez, les absurdités qui se passent dans ces prisons et de tenir les gens responsables parce qu'ils ont un seul travail et leur travail, c'est de garder les gens, vous savez, incarcérés. Les garder incarcérés. Et pendant qu'ils sont là-dedans, les garder en sécurité et évidemment s'assurer qu'ils ne puissent pas simplement s'évader comme ça? Franchement, pour moi, on dirait un truc sorti de 1982 dans Shérif, Fais-moi peur ou quelque chose comme ça. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé en lisant sur cette affaire. Donc, ces 2 gars, Butler et Cooper, ils sortent par la fenêtre de la prison, ce qui me paraît toujours incroyable que ça puisse arriver en 2025. Et puis la police dit qu'ils ont couru jusqu'à la rivière Ohio, volé un bateau à rame et traversé la rivière à la rame. Là, on se croirait revenu dans les années 1800. J'ai l'impression d'être dans un chapitre de Huck Finn ou quelque chose comme ça, tu sais, Huckleberry Finn. Donc, ils font ça. Ils traversent la rivière Ohio et ensuite, ces 2 types se séparent. Je veux dire, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, il n'y avait aucune planification. Tu sais, je pense qu'ils sont tombés sur cette fenêtre qui n'était pas sécurisée. Ils sont sortis et soudain se sont demandé « Oh mince, que faire ?» Donc, ils réagissaient simplement à leurs circonstances. Et puis, en gros, ils se sont dit « D'accord, c'est la seule façon de traverser la rivière » et ils l'ont volé. Et ça paraît vraiment ridicule si c'était un scénario de série télé, mais c'est vraiment ça au fond. Et puis, ils se sont séparés et il ne semble pas qu'ils aient été très difficiles à retrouver. D'après leur apparence, vous savez, là où ils sont allés. Oui, je veux dire, c'est ce qu'ils ont fait. Le premier homme était plus difficile à retrouver. Le majordome, eux, l'ont retrouvé dès le lendemain dans les bois, donc ce n'était finalement pas si difficile. Mais l'autre homme, ce Cooper, tu sais, il le cherche dans les bois. Il parle de la densité des broussailles et de ce genre de choses. Tu as les bureaux du shérif ruraux. Ce n'est pas qu'ils ne pourraient pas le faire. Ce n'est pas qu'ils ne pourraient pas le trouver. Mais ils n'ont peut-être pas les ressources que le FBI aurait, par exemple. Et ce Cooper, Jerry Lee Cooper, il est accusé d'avoir tué quelqu'un ou d'avoir essayé de tuer quelqu'un. C'est une affaire de tentative de meurtre, une tentative de contrat pour 150 $ tiré sur quelqu'un dans la poitrine, ce qui me paraît tout simplement incroyable aussi.
Alors, tu penses que c'est pour ça qu'ils ont fait venir le FBI? Parce que le FBI aurait évidemment plus de ressources à disposition pour essayer de retrouver ce type. Exactement. Donc, si c'était le cas, j'ai eu une affaire comme ça quand j'étais au FBI et dans une équipe du Special Weapons and Tactics où nous avions un détenu évadé et le comté local qui se trouvait dans une zone rurale du Wisconsin nous a fait venir pour plusieurs raisons différentes. Premièrement, nous avions une équipe du Special Weapons and Tactics qui était équipée pour gérer un individu armé. Mais encore plus important, nous avons pu déployer un forward-looking infrared dans les airs, c'est-à-dire un avion ou un hélicoptère équipé de cette technologie infrarouge pour détecter si quelqu'un se cache sous les broussailles. Donc, en fin de compte, ils ont fait appel au FBI, évidemment, pour les ressources humaines, mais aussi pour la technologie que le FBI apporte à leurs enquêtes. Et nous avons beaucoup appris dans cette déclaration sous serment sur la technologie que le FBI a apportée. Et beaucoup de choses concernant la technologie des téléphones portables. Et donc, ils ont pu, vous savez, obtenir ce mandat pour circonstances exceptionnelles ou quelque chose comme ça. Et ils ont pu obtenir certains relevés téléphoniques et déterminer que, vous savez, Cooper parlait à quelqu'un et que sa sœur parlait à cette femme, Marlena Staubo, et lui envoyer de l'argent via Cash App. Et c'est vraiment comme ça qu'ils ont pu retrouver ce type et comprendre ce qui s'était passé. Ils ont obtenu un mandat UFAP pour fuite non autorisée afin d'éviter des poursuites. Et le but de cela, c'est de créer une compétence fédérale pour le FBI parce que le FBI n'a pas en soi la compétence pour poursuivre des criminels locaux évadés. Désormais, ils peuvent le faire avec des criminels ou prisonniers fédéraux évadés. Deuxièmement, le FBI excelle mondialement en criminalistique mobile, notamment pour le traçage des téléphones. Ils ont une équipe appelée l'équipe CAS qui est essentiellement composée d'agents qui sont formés à exploiter les informations provenant des téléphones et des antennes relais. Aujourd'hui, si quelqu'un possède un téléphone, le FBI le retrouvera. C'est aussi simple. Nous l'avons constaté et tout entendu sur la technologie CAS et cette équipe. Nous en avons entendu parler dans l'affaire Koberger, où elle a vraiment été beaucoup utilisée, car cette affaire n'est jamais allée en procès. Nous n'avons jamais entendu le témoignage de Nick Balance, qui devait parler de tout cela et des signaux. Mais vous savez, il y a beaucoup d'allers-retours à propos de, est-ce que c'est vraiment aussi précis et tout ça? Mais vous dites que vous croyez, je veux dire, en tant qu'ancienne agente du FBI à la retraite, que c'est assez précis. Et il me semble aussi que si vous n'avez pas toutes les données, ils font des choses comme des tests de conduite pour essayer d'obtenir des données également, les collecter de cette façon. Oui, et n'étant pas dans l'équipe CAS, je ne peux pas vraiment entrer dans les détails. En gros, c'est simplement une question de physique. Vous savez, ils triangulent le signal entre différentes antennes relais. Et grâce à la puissance du signal, c'est comme ça qu'ils peuvent le localiser précisément. Et puis, l'autre chose, c'est que tous les téléphones ont la technologie système de positionnement global. Donc, c'est l'autre façon dont les téléphones sont identifiés. Et puis, la troisième façon serait s'ils accèdent à Google ou à certains de ses serveurs ou navigateurs. Google, vous savez, capture votre position système de positionnement global quand vous allez dessus. Et puis, s'ils utilisent dans certains navigateurs comme Bing ou tout autre service capture encore votre position système de positionnement global. Donc, il y a environ 4 ou 5 façons différentes pour le FBI d'identifier la localisation d'un téléphone. Intéressant. Revenons à ce type, Jerry Lee Cooper. Tu sais, ça a marché. Ils ont réussi à le faire. Ils ont pu, tu sais, c'était une technologie efficace et ça a montré que c'était précis. Je veux parler de à quel point quelqu'un comme ça pourrait potentiellement être dangereux, tu sais, s'il est acculé. C'est un homme qui est prêt à s'évader de prison. Il est prêt, selon les procureurs, à aller chez quelqu'un qu'il ne connaît même pas pour $150 et à lui tirer dans la poitrine. Donc, si vous attrapez ou tombez sur quelqu'un comme ça en fuite, on ne peut pas savoir ce qu'il pourrait me faire. Eh bien, c'est pour ça que je suis sûr qu'ils utilisent des équipes du Special Weapons and Tactics en force écrasante. Donc, s'ils le trouvent ou quand ils l'ont coincé, il n'a pas le choix.
Et s'il veut se suicider par l'intermédiaire de la police, les forces de l'ordre vont s'assurer qu'elles ne seront pas blessées. Donc, quelqu'un comme ça est essentiellement, vous savez, c'est une personne antisociale. Il est probable qu'il passera le reste de sa vie en prison, car il est incapable de s'intégrer ou de fonctionner socialement pour une raison ou une autre, et ne peut s'en empêcher. Alors, ils suivent cet homme jusqu'à Louisville, dans le Kentucky. Je veux dire, c'est probablement à 1h30, 2 heures de route de l'endroit où il s'est évadé, voire un peu plus. Et à ce moment-là, il a changé d'apparence. Il s'est complètement rasé la tête. Les complices qui ont été accusés de l'avoir aidé l'ont apparemment laissé entrer chez eux. C'est là qu'il s'est rasé la tête, s'est nettoyé, a pris des vêtements neufs et ils l'ont conduit chez une femme à Louisville. Et c'est là qu'ils ont pu le localiser et qu'ils l'ont trouvé avec cette femme. La femme n'est pas encore inculpée. Ils finissent par le coincer et c'est, vous savez, une équipe du Special Weapons and Tactics, une équipe du Special Weapons and Tactics du FBI. Nous avons une photo de cela. Ce couple-là, William et Marlena, ils sont inculpés parce qu'ils l'ont conduit. Ils sont accusés de l'avoir aidé. Pourquoi sa sœur et l'autre femme? Pourquoi ne risquent-elles pas, elles aussi, d'être inculpées? Eh bien, on suppose qu'elles ont coopéré, qu'elles ont probablement aidé les forces de l'ordre à l'identifier et à le retrouver. Et donc, ce serait la raison pour laquelle elles ne seraient pas inculpées. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas l'inculper à l'avenir, parce que dans une affaire comme celle-ci, ils vont continuer à enquêter. Bien sûr, vous commencerez par le centre de détention du comté pour comprendre ce qui s'est passé et vérifier si quelqu'un l'a aidé, car parfois le personnel aide les détenus à s'évader. Ensuite, ils vont établir une chronologie et mener toute l'enquête pour voir s'il y a eu d'autres personnes qui l'ont aidé, parce qu'ils veulent tous les traduire en justice, car s'évader d'un centre de détention du comté est tout simplement inacceptable. C'est juste, c'est ridicule que cela puisse même arriver. Et je suis sûr que le shérif de ce comté, on ne peut même pas décrire à quel point ce type est irrité en ce moment que cela soit arrivé sous sa surveillance. Oui, je pense qu'il l'est probablement. Nous avons essayé d'obtenir une interview avec lui et il ne veut vraiment pas se montrer ni faire ça. Oui, c'est vraiment le summum, c'est le gros échec ici. C'est le fait que 2 gars, entre 22h30 et 23h30, ils savent quand ça s'est passé. Tu sais, entre 22h30 et 23h30, ont réussi à s'évader par une fenêtre d'une prison du comté. Et pour moi, c'est la partie la plus absurde de cette histoire parce que ta prison ne devrait-elle pas être mieux sécurisée? Et s'ils ont réussi à s'évader, c'est que quelqu'un ne surveillait pas assez attentivement pour que cela arrive. Eh bien, ça me pousse à penser qu'il y avait un complice à l'intérieur, que quelqu'un leur a indiqué où aller, quoi faire, ou a fermé les yeux sur leur comportement pour une raison ou une autre. Donc, non seulement les détectives du comté vont enquêter là-dessus, mais il semble que l'État et peut-être même le FBI vont aussi mener l'enquête pour savoir s'il y avait des complices, car ils doivent absolument être retrouvés. Sinon, d'autres détenus finiront par sortir par les fenêtres de cette prison. Oui, on ne peut pas avoir de surveillants pénitentiaires corrompus, parce que c'est ce qu'ils seraient. Ils seraient corrompus. Ils ne font pas leur travail s'ils laissent des gens s'évader par les fenêtres et s'échapper de la prison, si c'est le cas. Exactement. Donc, la corruption est la préoccupation numéro 1 de tout responsable des forces de l'ordre, vous savez, pour s'assurer qu'il a un personnel intègre qui fait son travail, car une seule brebis galeuse peut tout gâcher, comme on dit. Donc, il doit intervenir de manière énergique, ou elle, peu importe qui est le shérif, et découvrir ce qui s'est passé. Et toute personne qui aurait pu aider, si c'est le cas, devrait être traduite en justice immédiatement. Donc, vous pensez qu'il y a probablement, et qu'il devrait y avoir, s'il n'y en a pas, une enquête interne en cours en ce moment? Je recommanderais une enquête externe où vous faites venir des personnes extérieures, une enquête criminelle externe pour interroger tout le monde, parce que dans ces petits services, il y a généralement des employés de génération en génération qui se connaissent depuis des décennies. Donc, il faut quelqu'un de complètement indépendant pour venir et interroger tout le monde afin de garantir que l'enquête soit totalement intègre. Oui, sans aucun doute. Eh bien, je trouve juste que cette affaire est folle.
Je trouve ça dingue que quelqu'un puisse s'évader d'une prison en passant par une fenêtre. Je veux dire, si ce n'est pas assez solide, alors vous avez de gros problèmes de sécurité à ce niveau-là. Votre prison n'est pas sûre si quelqu'un s'évade par une fenêtre en 2025. Ce n'est que mon avis, Colin. Tu es l'expert. J'ai traité ce type de sujet et visité des prisons de comté. J'ai vu leurs fenêtres. Parfois, elles ne sont même pas assez grandes pour qu'on puisse ramper à travers. Mais qu'en penses-tu? Eh bien, en fait, j'ai eu une affaire quand j'étais au FBI où j'avais un informateur qui me parlait d'une possible évasion de prisonniers. Après avoir signalé cela aux autorités de la prison à Milwaukee, elles ont sévi et réglé le problème. Et dans ce cas-là, ils allaient attacher des draps ensemble et se faufiler par une fenêtre. Donc, c'est une autre chose. Les prisons du comté regorgent d'indicateurs. Et ça serait une autre piste pour les enquêteurs. Parler à ces indicateurs pour découvrir, d'accord, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi cela est-il arrivé? Que dit-on dans la rue? Oui, je suis certaine qu'il y a quelqu'un prêt à parler et à donner des informations contre une faveur dans une affaire. Merci beaucoup pour votre temps, Colin Schmidt. Je vous suis reconnaissante. Merci. Donc, Jerry Lee Cooper et Roy Jean Butler sont tous les deux accusés d'évasion dans l'Ohio et ils sont tous les deux en prison dans le Kentucky. Ils devront être extradés vers l'Ohio pour y faire face à des accusations criminelles. C'est tout pour cet épisode de Droit et Crime. Je suis Angelette Lévy. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois ici